Chapitre 6. Le mouvement, la disponibilité. Encore une autre partie sur laquelle je vais insister sur l'enseignement du maître Omram, une fois qu'il est un esprit en tant que maître Omram, et pour bien comprendre cet ensemble et cette position. Évidemment, ce que l'on trouve déjà dans l'enseignement de ces ouvrages, c'est le fait d'être disponible, d'être capable d'avancer, d'être capable d'évoluer, d'être capable de comprendre que bien des choses que l'on veut protéger d'une façon un peu pathologique, mon ego, ma croyance, mon pays, ma religion, mon sexe, toutes ces choses-là, ne sont pas forcément la source du bonheur, loin de là. Elle est la source non plus d'une vie très longue, loin de là. Et cette immobilité que vous acquérez dans votre psychologie endoctrinée par tous les principes de limitation, de peur, de terreur, de croyance, eh bien, ils vont avoir aussi une autre conséquence, c'est que vous avez aussi développé votre immobilité physique. Il va vous être très difficile de bouger physiquement. Or, le maître Omram m'exprimait très clairement le fait d'être capable de bouger. En fait, il m'expliquait que dans le cosmos, la vie, le cosmos est une essence pour développer la vie. La vie est partout. Il y a un bain de neutrinos qui nous permet d'être tous unis, tous ensemble. Nous faisons partie de la même soupe de lumière invisible qui nous transperce par chaque seconde, par des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de neutrinos. Et ce réseau, c'est un peu comme une super Wi-Fi, comme vous dites en français, Wi-Fi. Super Wi-Fi qui vous traverse et qui vous connecte tous les uns les autres. Pour les gens qui sont praniques, dont je parlais avant, c'est le neutrinos, qu'on appelle finalement prana dans la philosophie, et qui est cette pure énergie qui est autour de nous et en nous, et que par un état d'esprit particulier, on peut capturer. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les neutrinos ont 3 formes particulières d'existence, et que ces neutrinos peuvent la plupart du temps traverser, mais aussi transformer ce qu'elles traversent, et donc, par exemple, nourrir un être humain. Nous faisons partie de cette unité, nous faisons partie de cet esprit cosmique. Nous sommes une manifestation limitée en temps et en géographie de l'esprit cosmique, galactique. Nous sommes cosmiques, nous sommes un. Et une fois que nous sommes dans ce un et dans cette unité, nous sommes aussi immortels, comme je l'ai expliqué précédemment. Donc, la vie est partout. Nous avons retrouvé des satellites qui sont écrasés sur la Terre et qui ont déjà les éléments de base pour développer la vie. Les éléments de base qui vont être stimulés par l'électricité, donc par les orages, par toute forme d'énergie, vont se développer sous forme de vie primaire, qui vont se développer encore plus rapidement s'il y a de l'eau, mais contrairement à ce qu'on croit aujourd'hui, l'eau n'est pas absolument nécessaire. Il y a d'autres éléments plus ou moins liquides, plus ou moins humides, qui peuvent permettre ce développement. Donc, la vie est partout. Laissez-moi vous donner quelques images qui vont vous aider à mieux comprendre ceci. Si je fais un point sur une feuille de papier et que je dis que ceci est un soleil en tout petit, c'est le symbole du soleil par rapport à sa taille, du point, juste un point de stylo, sans tourner le stylo, juste le point comme ça, voilà, c'est le soleil. Quelle grandeur de feuille faudrait-il pour, en respectant cette proportion, dessiner la galaxie? Il nous faudrait une feuille qui soit grande comme les États-Unis.
Pas mal. Et notre galaxie n'est pas une grande galaxie. Il y a des milliards de galaxies qui sont bien plus grandes que la nôtre et bien plus meublées que la nôtre. Le cosmos est structuré d'une certaine façon qui n'est pas forcément uniforme. C'est-à-dire qu'il y a des endroits dans le cosmos, nous vivons notre galaxie un peu à la périphérie. Nous vivons dans la banlieue, quoi. Et dans notre galaxie, nous vivons dans la banlieue de la galaxie. Donc en fait, nous sommes une planète très très jeune. Très très jeune. Si on représente le Big Bang jusqu'à maintenant sous une forme de 24 heures, à minuit, le premier jour, à minuit au matin, quoi, enfin, première seconde, il y a eu le Big Bang. Et dans les eaux du mois de avril-mai, le cosmos était suffisamment structuré pour développer la vie. C'est-à-dire assez de soleil, de chaleur, de planètes solides, ainsi de suite, pour développer la vie. Pour être dans cette base où il y a suffisamment d'éléments condensés pour développer la vie. Nous pouvons parler d'intelligence, de vie intelligente au regard de la structure du cosmos dans les eaux du mois de juillet-août, en étant pas très optimiste en fait. Juillet-août. Et nous, notre planète, notre système solaire et notre planète s'est formé très tard. Je crois me souvenir dans les eaux du mois de novembre, parce que nous sommes arrivés beaucoup plus tard. L'être humain, en tant qu'être humain, même de Cro-Magnon, a commencé à exister le 31 décembre à minuit moins 12 secondes. Oui. Et notre vie intelligente a commencé à minuit moins 1 seconde. Et regardez déjà où nous en sommes. Ordinateur, fusée, la Lune, Mars, au moins un satellite, je veux dire. Donc, en fait, cette compréhension nous amène à comprendre que le cosmos, c'est un endroit de vie. La vie foisonne de toutes parts dans le cosmos, avec des niveaux d'intelligence, évidemment, très différents. Imaginez une planète qui a développé son intelligence 1 heure avant minuit, 1 semaine avant minuit, 1 mois avant minuit. Et nous ne serions encore que dans les eaux du mois de décembre. Il y a des planètes qui ont pu développer leur intelligence au mois de novembre, au mois d'août. Ces populations-là seraient pour nous des dieux ou des anges. Alors, quand vous prenez la religion catholique et que vous prenez les anges, nous parlons d'entités qui, quelle que soit leur forme d'évolution divine, inspirée, les lient totalement avec la lumière et les rend profondément unis à l'essence même du divin, du céleste. Sommes-nous en train de parler d'entités totalement immatérielles qui n'ont rien à voir avec la matière? Sommes-nous en train de parler d'entités qui se sont développées dans la matière? Les anges n'ont pas échappé à la règle, mais ils l'ont dépassée depuis fort longtemps. Or, pour se déplacer dans l'espace à un moment très très rapidement, bien au-delà de la vitesse de la lumière, qui est finalement très lente dans la grandeur du cosmos, eh bien, il faut être capable de jouer dans des interdimensions, c'est-à-dire se déplacer à un niveau où on dépasse le champ temporel de matière existante dans le cosmos entier, pas simplement sur notre planète, où on transcende toute chose pour réatterrir quelque part. En d'autres termes, on fait presque une expérience de mort, on part dans un autre plan d'existence et on réatterrit là où on voulait atterrir sans être passé par la mort. C'est juste un protocole de voyage. Mais pour faire ceci, cela veut dire que les âmes qui font ça sont extrêmement élevées et sont très très proches de la conscience totale de la lumière. Donc, ce que nous pourrions appeler des anges. Et une chose qui est très importante à comprendre de ce développement, c'est que le cosmos foisonne de vie, mais en même temps, l'univers est assez instable.
Tout comme c'est le cas sur notre planète avec le changement de pôle. Le maître Omraam expliquait que le changement de pôle, c'est quelque chose de très classique dans le cosmos, pas simplement sur notre planète. Les changements de soleil, de rayonnement, d'intensité, les croisements avec d'autres satellites qui émanent de la chaleur ou pas. Bref, très souvent, une civilisation est stable au niveau intelligence, au niveau vie, pendant environ 1000 à 10 000 ans. Si la civilisation dure assez longtemps et qu'à un moment la planète où ils vivent commence à être perturbée, il est temps de partir en voyage, de trouver un autre endroit de vie, soit en vivant directement dans un vaisseau construit qui est gigantesque, parfois plus grand qu'une planète, ou en sautant sur une autre planète où on va rester encore 3000 ans avant de repartir, etc. etc. Donc, la vie foisonne et le voyage foisonne. Parce que dès que la vie est en route, l'intelligence se développe. Le cerveau se développe, quelle qu'en soit sa forme. L'intelligence se développe. Et l'intelligence dit survie. Et la survie emmène à la motivation de voyager dans l'espace, puisque l'espace est un foyer de vie, mais un foyer de vie instable. Donc il faut se déplacer perpétuellement. Pour être capable de se déplacer perpétuellement, il faut être capable de se déplacer dans son esprit, dans son évolution. Le nationalisme, c'est la mort de l'âme. Une religion figée et obtue, c'est la mort de l'âme. Une croyance, quelle qu'elle soit, fanatique, c'est la mort de l'âme. Le besoin absolu de telle ou telle forme de vie, c'est la mort de l'âme. Il faut être capable de dire la Terre, elle est merveilleuse. Tiens, après, on va aller vivre sur telle planète ou dans tel vaisseau, et pourquoi pas. Tout est merveilleux. Einstein a dit il y a deux façons de vivre. Soit en croyant que tout est un miracle, soit en croyant que rien n'est un miracle. Moi, je parle de la vie miraculeuse, de chaque événement. Le miracle, je ne peux pas le nier quand je parle avec Maître Omraam, qui est mort depuis des années et qui vient m'expliquer comment le cosmos tourne. Je me souviens qu'après des histoires, des enseignements comme ça sur le cosmos, sur les extraterrestres, qui, d'après Maître Omraam, sont très nombreux à être présents, à nous observer, à nous aider, à nous guider à travers les Corp Circles et plein d'autres choses. Un jour, j'avais travaillé toute la nuit avec Maître Omraam, et le matin, je me lève pour aller acheter du pain. Et je descends, c'était toujours en Ardèche, je descends au village, c'est à 200 mètres, 300 mètres à pied pour acheter du pain. Et là, il y a mon voisin qui m'accroche en me disant que j'ai mal garé la voiture, qui dépasse d'au moins 5 cm, et ça l'a vraiment dérangé pour tourner. Il faut que je fasse très attention, parce que la voiture qui dépasse de 5 cm, c'est vraiment un drame. Et c'est vrai, je regardais cet homme et je dis, mais qui t'es, toi? C'est vrai que c'est difficile de rester dans ces valeurs lamentablement humaines, alors qu'on touche à d'autres sphères. Donc en même temps, il y a des réalités. Hein. Si je me gare mal et que je bloque la personne qui ne peut pas aller travailler, je comprends. Mais ce n'est pas le cas, ça dépassait de 5 cm. Et pour lui, il me parlait à toute vitesse, comme une mitraillette, hein, parce que c'est tellement important quand même, je me rendais compte, ça me dépasse de 5 cm, c'était vraiment pas pratique. Il faut que nous puissions développer notre esprit pour que la mobilité soit totale, en nous et autour de nous. Les entités supérieures expliquent que le futur de l'humanité sera dans les prochaines années, donc maintenant, de se déplacer énormément. Parce que les températures et la géographie vont être de plus en plus instables et il va falloir bouger largement, énormément, encore et encore. Et ceux qui auront besoin de garder leur possession, ceux qui auront besoin de garder leur territoire, leur pays, leur passeport, ceux-là disparaîtront enterrés par les possessions qui les possédera. Donc je sais que ces choses-là n'apparaissent pas dans les livres de Maître Omraam, puisque Maître Omraam était obligé de se maintenir à un niveau correct par rapport aux gens qui venaient le trouver. Ceci étant, j'ai fait aussi des recherches sur d'anciennes conférences. Quand j'étais au Bonfim, il y avait en ce temps-là en tout cas une bibliothèque avec des anciennes conférences de Maître Omraam.
qui avait été vraiment tapé à la machine il y a très longtemps, et ainsi de suite. Et j'ai pu retrouver des choses qui tournent autour de ce sujet dans les vieilles conférences de Maître Omram. Puis après, avec le temps, avec les conflits, avec les problèmes, Maître Omram a bien été obligé de se replier sur des choses beaucoup plus simples. Il y a une phrase qui vient du maître Peter Donov et qui a été répétée par le maître Omram, qui est « Božia Lubov nosi ponia život ». Ce qui veut dire seule la plénitude de la vie, non, seul l'amour de Dieu nous apporte la plénitude de la vie. Ou qui peut dire aussi, seul l'amour divin manifesté nous apporte la plénitude de la vie. Ah! Donc c'est vraiment d'être dans cette source de bonté, de bien, de lumière. Et Maître Omram, agressé par plein de problèmes, agressé par plein de stupidités, il a fini par créer une nouvelle phrase qui était répétée comme bénédiction au repas. Božia Lubov razrešava всичките problemi. L'amour de Dieu résout tous les problèmes. Voilà il a été obligé d'aller. Et quand il en est à l'amour de Dieu résout tous les problèmes, évidemment qu'il ne peut plus parler de ces choses cosmiques. Évidemment qu'il ne peut plus parler de ces grandes choses, parce qu'il doit déjà gérer les lamentables jalousies, les mensonges, l'argent, le pouvoir, toutes ces choses-là. Il doit gérer toutes ces choses-là. Božia Lubov razrešava всичките problemi. Et la vraie phrase, Božia Lubov nosi ponia život. Et život, ça veut dire la vie, mais pas la survie, la véritable vie. La véritable vie. La vie de joie, d'intensité, de plaisir, où tout est merveilleux, où tout est magique, comme le disait Einstein. Voilà un autre enseignement reçu par moi, donné par le maître Omram, que je voulais apporter aux gens, puisque ces enseignements-là, vous ne les trouverez pas non plus dans les livres, puisque le contexte particulier dans lequel j'ai étudié a permis de révéler des choses qui n'étaient pas révélables habituellement, sachant, ne l'oublions pas, que je ne venais pas auprès du maître Omram pour me plaindre, mais perpétuellement pour étudier, pour fabriquer mon dictionnaire de l'enseignement de maître Omram, pour écrire tout ce qu'il expliquait, pour noter, pour faire des liens entre tel mot et tel mot et tel mot. Et à force de faire des liens, c'est comme ça que j'allais des fois auprès de maître Omram, j'ai fait le lien entre la couleur et le doigt et le chakra, et ça ne correspond plus avec la couleur après. Donc j'ai vraiment chassé très largement. Et même dans cette situation fantastique, je n'ai pas... Si, bien sûr, j'ai cru dans l'événement que je vivais, mais je n'ai pas assimilé stupidement. J'ai analysé, et à chaque fois je pouvais trouver une contradiction, qui me semblait être une contradiction. J'y allais plus avant et plus avant. Je voulais mieux comprendre, demander encore plus. Par la suite, j'étais envoyé au bon fin pour étudier encore plus et aussi faire la révolution, comme je vous ai dit. Par la suite, j'ai étudié avec d'autres personnes, comme Gita Malash, qui avait écrit Dialogue avec l'ange. Par la suite, j'ai même été en Bulgarie pour découvrir tout ce que je pouvais trouver en Bulgarie, jusqu'à aller à la tombe du maître Peter Donov, qui est étrangement comme la tombe du maître Omram. Je vais jusqu'au bout des choses. Jusqu'au bout des choses. Un jour, j'avais demandé à maître Omram, j'avais constaté que quand je me relaxais, donc couché à plat dos, mon pied gauche s'ouvrait plus, les orteils, donc enfin je veux dire le bout du pied, quoi, s'ouvrait plus que le pied droit. Et j'avais demandé à maître Omram, j'avais dit, le côté gauche, c'est le côté émotionnel, est-ce que j'ai ça à cause de mon enfance, à cause de traumatismes et de choses auxquelles je crois encore, ou est-ce que c'est un truc vraiment physique? Est-ce que je dois travailler mon enfance, ma compréhension de l'enfance, ou est-ce que je dois m'obliger à fermer le pied gauche? En ce temps-là, je conduisais beaucoup et je me disais tout simplement, c'est à cause de l'embrayage et du frein, hein, parce qu'avec le pied gauche, on n'aurait pas de jongler comme ça. Et comme je conduisais normalement, je me disais c'est peut-être juste ça, tout simplement. Hein. Quand on prend quelque chose qu'on observe, il faut prendre toutes les possibilités.
Et le maître Abraham m'avait dit non, ça vient bien de l'enfance. Alors je lui ai dit, est-ce que je dois travailler l'enfance ou est-ce que je dois m'obliger à fermer le pied gauche? Et il m'avait dit les deux. C'est la technique du sandwich. Il présentait la technique du sandwich. Il faut en même temps travailler sur son corps physique et en même temps travailler sur ses émotions. Si on ne fait que l'un ou l'autre, cela prendra énormément de temps. C'est la même chose pour tout le travail que vous puissiez faire. Se concentrer perpétuellement sur l'aspect émotionnel, mais aussi physique, sur votre méditation, mais aussi sur votre attention, sur votre concentration. Le maître Abraham voulait un travail très martial, très spécifique. En tout cas, avec moi, c'est ce qu'il voulait. Il m'a présenté un jour la hiérarchie du travail, ce que j'ai d'ailleurs retourné à une sœur de la fraternité du Bon Fin, mais je ne me souviens plus comment elle s'appelait. Le premier niveau, c'est la fainéantise. Le deuxième niveau, c'est le travail. Et il y a beaucoup de gens qui disent « je médite ». Non, non, c'est de la fainéantise, je fais rien. Le troisième niveau, c'est la relaxation. C'est juste de la relaxation. Et ce n'est pas contradictoire, c'est-à-dire que par exemple, si je travaille d'une façon difficile, parce que j'aime pas mon travail, parce que je suis débutant, je travaille simplement. Au bout d'un moment, j'apprends à travailler relax, cool dans mon travail, et je commence à me sentir mieux. Donc, les étapes ne sont pas contradictoires, elles peuvent se mélanger un petit peu. Après la relaxation, vient la concentration. Et la concentration, ça ne veut pas dire le fait d'être figé. Ça veut dire d'être totalement dans quelque chose. C'est-à-dire que je travaille, je suis relax, donc je prends ma relaxation, je me sens bien. Et puis au bout d'un moment, je me sens tellement bien que je suis à 100% dans ce que je fais. Et là, je deviens très bon dans ce que je fais. Et il y a un immense plaisir et une immense production de qualité et de quantité. Au-delà de la concentration, il y a la méditation. Et la méditation, elle est beaucoup plus élevée, beaucoup plus difficile. Il faut laisser son esprit disponible à une lumière supérieure. Et ceci est beaucoup plus difficile que la simple concentration, quel qu'en soit son niveau. Puis au-delà de la méditation, il y a la méditation active. Et la méditation active, c'est que je suis dans quelque chose où je suis totalement ouvert vers une énergie, et cette énergie passe à travers moi, presque comme du channeling. On pourrait dire que le channeling, c'est de la méditation active. Et quelque chose se passe de fantastique. Par exemple, un jour, je devais poncer des volets. Et je précise qu'au Bon Fin, il y avait une grosse vanne qui était sortie en français, quand on travaillait. On ponçait, donc ça fait plein de détritus, de déchets, quoi. Donc on disait toujours « je ponce, donc j'essuie ». Voilà, c'est presque comme des cartes. « Je ponce, donc j'essuie ». Il n'y a que les Français qui peuvent apprécier un jeu de mots comme ça. Et donc je faisais des volets, je ponçais et puis j'essuyais. En conjugué, c'est moins drôle. Et j'ai fait à peu près 2 volets. C'était des volets assez compliqués avec des formes. Dans une musique qui s'appelait Evera, qui veut dire lever de soleil. Juste en face du rocher aussi, mais sur un autre côté, toujours au Capitou. Et donc, je ponce les volets, et j'en ai fait 2 en environ 4 ou 5 heures. C'était vraiment difficile. Et puis, à la fin, je me suis dit, ben voilà, je fais du channeling, je suis capable d'appeler certaines entités, c'était donc plus avancé dans mon travail, et j'ai décidé d'utiliser cet état de méditation active. Et j'ai fait les 3 derniers volets en 2 heures. Et c'était très facile, c'était vraiment très facile. Et quand mon ami, après, c'était un Hollandais, Charles, qui aidait beaucoup à retaper le Bon Fin et les alentours, les maisons du Capitou qui appartenaient aux frères et sœurs, il est venu, il m'a dit, alors là, ces 3 volets-là, ils sont parfaits. Les 2 autres, pas terribles, mais ces 3 volets, ils sont super. Et il montrait les 3 volets que j'avais fait très très rapidement. Ça, c'est la méditation active, qui peut donner des fruits dans des actions physiques ou dans le channeling, inspiration, musique, que sais-je. Et puis, au-delà, il y a la contemplation. La contemplation, c'est qu'on s'élève tellement haut dans l'énergie et dans la lumière qu'on est en contemplation
de la lumière, des anges, de ces forces d'intelligence cosmique, cette puissance cosmique, et là, on contemple. On est dans la contemplation totale, qui est encore plus haut que la méditation. Et encore plus haut, on a l'identification. On devient cela. Et vous voyez que, au lieu d'être dans un flou artistique, ce sont des enseignements qui sont très précis, très clairs, très martiaux. Un jour, donc, il y a une sœur qui vient me trouver, qui voulait travailler avec moi, et qui me disait qu'elle faisait un lever de soleil depuis 15 ans, 2 heures tous les matins. Donc 2 heures de méditation tous les matins, si ce n'est pas même de la contemplation avec le soleil. Entre méditation et contemplation. Donc très haut, très haut. Et je lui dis, très bien, on va déjà vérifier quelque chose, et nous allons déjà faire un petit travail de concentration, un petit truc de réflexe sur une poussée de main, un petit truc de twitch très très simple. Et au bout de 20 secondes, elle a un trou mental total et je peux lui montrer, alors tu rêves complètement, donc concentre-toi s'il te plaît. 20 secondes plus tard, alors, après c'était même pire, 10 secondes, 5 secondes, alors. Et au bout de 2 ou 3 minutes, où elle a eu 50 trous, je lui dis, alors qu'est-ce qui se passe? Il dit, je comprends pas, je sais pas. Je dis, tu vois, quand on regarde l'échelle des valeurs de l'enseignement du maître Omram, si tu n'arrives même pas à faire une concentration pendant quelques minutes devant moi où tu es complètement rempli de trous, de rêves, eh bien ça veut dire que ça fait 15 ans que tu roupilles au lever de soleil. C'est de la fainéantise. Tout au pire, tout au plus peut-être de la relaxation, mais même pas de la concentration. Parce que si tu faisais 2 heures de concentration tous les jours, 2 minutes ou 3 minutes de concentration serait très facile. Et si tu faisais 2 heures de méditation, voire même de contemplation, alors la concentration serait très facile. C'était très difficile pour elle de découvrir ça. Ces valeurs-là permettent un travail sérieux, complet, total. Maître Omram m'avait appris un jeu que je peux vous donner aujourd'hui. C'était le jeu de la marche. Alors, je l'ai fait énormément entre cette maison, justement, Evera, et le rocher. C'est tout un chemin à peu près plat entre les arbres. Et ça consiste à marcher d'abord à se figer, rester debout, et à vider son esprit, à être en méditation debout. Puis quand on est en méditation debout, on décide de marcher. On va se laisser aller marcher. On ne décide pas de marcher, on se laisse aller marcher. Et dès que l'on a une pensée parasite, oh, quelqu'un me regarde, oh, j'ai l'air con, oh, je vais glisser, oh, il y a une pierre, je vais tomber. N'importe quelle pensée parasite qui m'envahit, je dois me figer sur place, comme une statue. Et je reste dans la position où j'étais, une statue totale, sans bouger d'un millimètre, jusqu'à ce que mon esprit se libère encore une fois. Et une fois que mon esprit se libère, je continue à marcher. Et le but du jeu, c'est de faire une centaine de mètres comme ça, régulièrement, tous les jours. Et avec le temps, ces 100 mètres devraient devenir très faciles. Contrôle de son esprit, de ses peurs, de ses angoisses, de l'ego, des croyances. Nous ne sommes pas dans un protocole de New Age et d'idées délirantes. Nous sommes en train de parler avec quelqu'un qui est mort, qui a une manifestation miraculeuse, qui enseigne des choses fantastiques. Et le maître Omram avait des réponses à ce niveau-là. Je vous donnerai un dernier élément, c'est que travaillons toujours sur les valeurs de la lumière et pour éviter le noir qui nous envahit, cet état neutre qui accepte l'obscurité, eh bien, un jour, j'avais remarqué que le maître Omram, finalement, venait toujours la nuit. Ah, et je me suis dit, finalement, la nuit, le diable, l'obscur, lui qui enseignait toujours au lever de soleil, finalement, quand j'y pense, c'est quand même embêtant. Et je ne lui avais rien dit, à personne. Et évidemment, le jour d'après, il est venu au lever de soleil. Évidemment. Réponse immédiate.
Mais il y a autre chose à savoir. C'est qu'en ce temps-là, forcément, vu les circonstances, je suis quand même très branché homme-rame, surtout à ce moment-là. Aujourd'hui, j'ai découvert encore d'autres choses, mais à ce moment-là, encore plus, puisque j'avais, je dirais, presque que homme-rame. Et donc, j'avais l'habitude de m'endormir avec une conférence du maître homme-rame. J'en avais acheté plusieurs, pour avoir sa voix, pour avoir sa vibration, comme quand j'étais avec, à travers ma copine. Et c'était un chronomètre électrique. Et au bout d'un quart d'heure ou une demi-heure, ça s'arrêtait automatiquement. Évidemment, on ne pouvait pas choisir l'endroit où ça allait s'arrêter. C'était un chronomètre, je pense que ça passait quart d'heure par quart d'heure. Donc je laissais un quart d'heure de conférence pour m'endormir, pour écouter ça en m'endormant. Et le matin, je me réveillais avec la conférence. Je me réveillais avec la voix de Maître Homme-Rame. Parce que ça aussi, c'était cool et positif. Donc le matin, quand il vient, il commence à me parler au lever de soleil. Et au bout d'un moment, le réveil, comme j'avais mis ça pour le lever de soleil, quand la lumière commence à apparaître, paf, la conférence redémarre avec une voix assez forte. Parce que je l'utilisais pour me réveiller aussi. Hein. Donc je pars en courant jusqu'au magnétophone qui était enclenché sur la prise avec le timer, le chronomètre. Et je coupe sans savoir si mon ami s'était réveillé ou pas. Et la seule phrase qui a le temps de passer dans la conférence de Maître Homme-Rame, c'était exactement, donc c'est pris complètement au hasard au milieu d'une conférence, « Et l'esprit se manifeste à travers la matière. » Waouh! Lever de soleil et la phrase « Et l'esprit se manifeste à travers la matière. » Donc je coupe à toute vitesse, je reviens vers mon amie sans savoir si elle est réveillée ou pas. Elle dort toujours, le Maître Homme-Rame est toujours là, et elle dit « Alors, c'est drôle, n'est-ce pas ?» Il s'amusait de toutes choses. Il s'amuse toujours de toutes choses. Et vous comprenez que c'est en même temps relax, et c'est peut-être plus élevé qu'un entraînement martial encore. C'est pur, c'est strict, c'est clair. Quelle force, quel pouvoir, quelle perfection, quelle force de pédagogie qui touche tout, de toutes parts et de tous côtés. Quelle puissance. Évidemment, avec des cours comme ça, vous êtes obligé de faire une révolution totale. Totale. À ce moment-là, je mangeais très très mal, extrêmement mal. Et aussi, le Maître Homme-Rame est venu en me demandant de changer complètement ma diététique. De manger beaucoup de fruits, beaucoup de graines germées, beaucoup de légumes. Et croyez bien que c'est un sujet très délicat pour moi, très difficile. C'est un peu comme les non-sportifs s'ils devaient aller courir. Moi, courir, grimper, escalade, nager dans les rivières pendant des heures et des heures, jusqu'à ce que je sois à la limite de l'épuisement ou du coma, aucun problème, c'est ma vie. Mais manger correctement, aïe, 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 aïe. Un jour, par rapport à ce pied qui était ouvert, ainsi de suite, il m'a demandé... je dois préciser que dans la première école d'arts martiaux où j'ai été en 1966, le premier enseignement que j'ai reçu, c'était une phrase qui disait « Celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen, celui qui ne veut rien faire trouve une excuse. » Et toute ma vie, à chaque fois que j'ai dû faire quelque chose et que je n'y arrivais pas, je me disais « C'est bien, J, tu as trouvé l'excuse, maintenant trouve le moyen. » Et c'est toujours resté, c'est le leitmotiv de ma vie. Jamais abandonné, jamais accepté. Et un jour, donc, le Maître Homme-Rame me dit si tu veux progresser vers la lumière, je vais te donner une mission très difficile et très particulière. Et je lui dis je suis prêt à tout, maître, tout, pour avancer. Et il m'a dit je vais t'envoyer ta mère et tu vas discuter avec elle sur ton enfance. J'ai dit non, ça c'est hors de question. Ça, demandez-moi de courir, de combattre un dragon, de bouger une montagne, mais pas ça. Non, je vous en supplie. Non, elle me dit, mais si, il faut, c'est là où il faut travailler. J'ai dit, non, ça, vraiment, c'est vraiment pas possible. Et il a simplement dit, trouve un moyen. Et je me dis, oh mince, comment il me nique.
Il a pris la phrase clé parfaite que je ne pouvais plus rejeter, quoi. Avec ce leitmotiv qui avait été toujours toute ma vie. Je ne pouvais plus que le prendre et l'accomplir. Simplement et totalement. En ce temps-là, évidemment motivé tous les jours, hiver comme été, je passais environ 2 heures au lever de soleil, avec des exercices de Qigong, de Pranayama. Et je passais tous les repas en Jnana Yoga, en me concentrant sur la nourriture, sans parler, en étant calme. Et oui, vous n'avez pas un événement divin extraordinaire qui vous touche comme ça, sans un engagement total dans une pratique. Voir ce que ça donne, ce que ça produit dans votre existence, dans votre énergie, dans votre vie. Tout cela pour vous dire que tout ce qui est fait au bon fin dans l'école de Maître Omram, c'est bien. Mais combien de fois j'ai vu, par exemple, les parents énormément s'énerver avec des enfants qui sont très bruyants dans la salle des enfants. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'habitude du Jnana Yoga. Chez eux, ils ne le font jamais. Donc ils ont l'habitude de parler, de télévision. Si vos enfants sont habitués à cette pratique perpétuellement, quand vous allez au bon fin, c'est exactement la même chose. Vous n'avez aucun stress ni aucune colère à avoir. Vos enfants sont dans la pratique. Le stress que vous avez n'est que le reflet des mensonges, de la prétention que vous avez. C'est pas vous qui ne pratiquez pas bien, c'est vos enfants qui ne sont pas raisonnables, bien entendu. Maître Omram disait, vous ne comprenez pas, les enfants sont des petits singes. Ils font tout ce que vous faites. Eh bien oui. Et il révèle les choses. Donc, tout cela n'est pas une simple rencontre avec une espèce d'entité, et c'est très drôle, non, c'est une université de lumière au plus haut niveau, engagement complet et total, pratique absolue et totale, transformation complète. Et plus j'étudie, et plus j'apprends toutes ces choses fantastiques, et plus mon esprit explose en gerbe de lumière vers le ciel. Une apothéose de feux d'artifice cosmique. L'élevé de soleil, la pratique en général, toutes ces choses-là. Il serait bien dommage de faire beaucoup de pompes pour avoir des bras puissants, des tsaitobi pour ceux qui pratiquent les arts martiaux, qui sont des sauts de lapin, dans les arts martiaux qu'on a pratiqué beaucoup. Et puis de ne pas être capable, après, d'utiliser toute cette force, toute cette puissance, vers l'énergie et vers la lumière. Quand on peut la rencontrer et que l'on trouve le chemin correct pour la véritable pratique. La mobilité totale dans mon énergie, dans mon esprit, dans mon cœur et par la puissance de mon âme. Et alors, dans cette mobilité totale, je suis un avec le cosmos, avec l'univers.